Bonjour à tous, nous allons donc commencer la 4e vidéo sur le chapitre 8.3 de la partie traitant des gènes et la transmission de l'information génétique. Le chapitre 8.3 s'intitule Le cancer, une conséquence de mutations génétiques. Dans les premières vidéos, nous avons parlé donc du cycle cellulaire et des étapes de la cancérogénèse. Ici, nous allons donc parler du dépistage et comment diagnostiquer et suivre un cancer. Alors, la prévention des cancers repose dans un premier temps sur l'information des risques, et cela dès le plus jeune âge. Donc, lorsqu'on informe la population, c'est une prévention primaire. Cette prévention insiste par des campagnes de sensibilisation sur justement les facteurs de risque que l'on a vus dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le danger du tabagisme, de l'alcoolisme, de l'exposition répétée au soleil, donc au rayonnement UV, des déséquilibres alimentaires, donc riches en matières grasses et pauvres en fibres alimentaires, et également sur la nécessité de pratiquer une activité sportive régulière. Alors, le dépistage et le diagnostic d'un cancer se font grâce à plusieurs techniques d'imagerie médicale. On va donc les lister et les rappeler pour certaines. Tout d'abord, donc, la technique de mammographie, dont je vous renvoie à la fiche méthode d'une radiographie, puisque la mammographie, c'est une radiographie du sein. C'est une technique spécialisée dans l'étude du cancer du sein basée sur l'utilisation de rayons X. Donc vous avez sur le document 10 ici l'appareil de mammographie avec ici donc le sein qui est comprimé entre deux plaques, donc bien aplati au maximum. Et ici vous avez donc la source de rayons X qui va traverser donc cet organe et va être réfléchie plus ou moins la densité des tissus rencontrés. Donc on voit ici sur ce cliché qu'on a justement une opacité au niveau du sein. Donc ici on a une opacité, donc une densité plus importante que d'habitude, donc un amas de cellules. Donc après on ne peut pas forcément diagnostiquer un cancer, mais en tout cas il y a une opacité qui n'est pas normale ici. Je vous rappelle ici donc le principe général d'une radiographie. Donc le patient est devant une source de rayons X qui vont donc traverser justement l'organe. Ici, vous l'avez agrandi, donc la source de rayons X. Ici, donc c'est le corps, donc les tissus et différents organes traversés. En rouge, un organe tel que les os, qui sont des organes durs. On voit que tous les rayons X sont absorbés et ne traversent pas l'organisme, et donc la zone apparaît en blanc. Lorsqu'un organe tel que le cœur, les poumons, donc une densité plus faible, vont absorber une partie des rayons X, et donc le reste va aller taper sur le film photographique. Donc là, ces appareils et organes vont apparaître en gris. Et comme la chair, qui est vraiment des organes mous, peu denses, ici, tous les rayons X vont traverser et donc ces zones vont apparaître en noir sur le cliché. Alors, on réalise une radiographie bilatérale du sein, c'est-à-dire les deux côtés, dans le cas du dépistage du cancer du sein. Donc, c'est ce qu'on appelle un examen de première intention, le tout premier que l'on effectue, qui permet de détecter les petites tumeurs non détectables à la palpation, donc des petites opacités. En cas d'un aspect douteux, donc même une minime opacité avec un doute, ici une mammographie à 3 mois est programmée et prescrite à la patiente pour vérifier, contrôler l'évolution de cette opacité. Si cette opacité a augmenté de taille très rapidement, donc cela traduit généralement par le développement d'un cancer. Des examens complémentaires sont alors prescrits pour préciser le diagnostic de cancer. Donc, il est possible de faire une échographie, donc un examen qui a déjà été vu. Ensuite, une biopsie, qui est un prélèvement de la tumeur ou une partie de la tumeur envoyé à un laboratoire d'anatomopathologie. On verra d'ailleurs ce laboratoire un peu plus tard. Alors, il faut savoir que chaque femme, à partir de l'âge de 50 ans, elle reçoit donc une invitation tous les 2 ans pour faire une mammographie gratuite pour le dépistage justement du cancer du sein. Et à cette invitation est donnée une liste des radiologies, des services de radiologie du département participant au dépistage organisé du cancer du sein. Donc c'est un programme national qui permet de dépister un cancer du sein le plus tôt possible de façon à simplifier les traitements et à accroître considérablement les chances de guérison, puisque plus un cancer est pris tôt, plus les chances de guérison augmentent. On a également les examens d'imagerie, imagerie par résonance magnétique et la scanographie,
Ces deux techniques sont basées respectivement pour l'IRM sur l'utilisation de champs magnétiques et pour la scanographie sur des ondes de radiofréquence et l'utilisation de rayons X. L'avantage de ces deux techniques est la restitution d'images précises sous forme de coupe de très haute qualité. Ces deux techniques permettent donc l'exploration très précise d'organes sans avoir recours à la biopsie, donc au prélèvement, ni à la chirurgie, qui pourrait entraîner une lésion irréversible du tissu dans lequel le prélèvement a été réalisé. L'IRM et la scanographie sont utilisés dans le cadre du dépistage des tumeurs localisées au niveau de l'encéphale ou de la moelle épinière, c'est-à-dire donc le système nerveux central. On a également la scintigraphie, donc c'est une technique basée sur l'utilisation de molécules radioactives qui vont se fixer sélectivement, spécifiquement sur l'organe que l'on souhaite explorer. Là, elle est utilisée dans le diagnostic d'un cancer. Par exemple, la scintigraphie osseuse est l'examen de première intention pour le dépistage de métastases osseuses qui sont observées sous forme de zones hyperfixantes de cette molécule radioactive et vont apparaître très brillantes au niveau de l'image. Justement, dans le document 11, il y a une scintigraphie osseuse à gauche qui montre des métastases au niveau de cette vertèbre lombaire. Et ici, on est au niveau de la partie haute de la colonne et on voit ici des zones blanches qui montrent bien ici une hyperfixation des molécules radioactives et donc la présence de métastases à ce niveau. On a également l'examen anatomopathologique qui va confirmer justement l'existence d'un cancer, donc suite à une biopsie. Donc vous avez une vidéo qui présente justement un laboratoire d'anatomopathologie d'un centre hospitalier et le métier de technicien de laboratoire qui réalise ces analyses. Donc je vous mets ce lien ici, on ne va pas le regarder dans cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc aller regarder cette vidéo. Alors cet examen anatomopathologique consiste à observer les modifications macroscopiques, donc c'est-à-dire visibles à l'œil nu, parce qu'elles sont grosses, macro, et également microscopiques, donc là invisibles à l'œil nu, et on travaille à partir d'observations microscopiques, que l'on voit ici. Les images ensuite sont reportées sur un écran d'ordinateur. Alors sur les autres vidéos, sur les autres photos, on vous montre les différentes étapes de préparation d'un échantillon avant d'arriver à cette observation microscopique. Alors justement, le document 12 vous montre le détail de l'examen anatomopathologique. Donc dans ces services d'analyse, on peut recevoir soit des prélèvements de cellules, ici à gauche, soit des pièces opératoires avec un fragment tumoral. Alors pour le prélèvement de cellules, on l'a soit obtenu par ponction avec une aiguille et une seringue, soit par un écouvillon que l'on frotte au niveau de la zone que l'on souhaite étudier, notamment le col de l'utérus. Donc ça peut être fait dans un cabinet de gynécologie et ensuite l'échantillon envoyé au laboratoire. Pour le fragment tumoral, il a été réalisé par biopsie, c'est-à-dire un prélèvement d'un fragment plus ou moins important de la tumeur au niveau de l'organe concerné. Ensuite, lorsqu'on a notre échantillon de cellules, on prépare le prélèvement, c'est-à-dire que quand ce sont des cellules, on va les étaler sur une lame, ce qu'on appelle un frottis. On va les déposer et on va les faire une spirale pour que la couche de cellules soit relativement fine. Ensuite, une fois que les cellules sont déposées en spirale, on va les fixer, on va les colorer avec des colorants spécifiques pour mettre en évidence le noyau, le cytoplasme, la membrane. Et ensuite, on fait un montage entre lame et lamelle, les petites lamelles plus spécifiques pour permettre l'observation au microscope, notamment l'objectif x100, ce qu'on appelle l'objectif à immersion. Concernant les coupes histologiques, on va donc fixer la pièce opératoire, imaginez par exemple un sein, on va donc le plonger dans un récipient avec du formol pour fixer justement le tissu. Ensuite, on va inclure la pièce opératoire dans un bloc de paraffine. Donc là, on va laisser durcir le bloc de paraffine. À l'intérieur, on a notre pièce opératoire. Une fois que cette pièce est bien sèche, bien prise, on va donc découper grâce à un appareil qui possède une lame. On va faire des fines couches tissulaires, donc ici 5 micromètres d'épaisseur avec un petit couteau. Et ces lames de tissu vont ensuite être donc déposées sur des lames de verre, les mêmes que pour le frottis. On va également les fixer, les colorer et les monter entre lame et lamelle pour les observer au microscope au x100. L'étape 3, une fois qu'on a notre frottis cellulaire ou notre frottis ou notre préparation tissulaire entre lame et lamelle, on va donc observer au microscope. Donc là, on va observer pour déceler des modifications cytologiques traduisant la présence de cellules tumorales malignes.
On va regarder déjà si elles ont la taille habituelle. Anisocytose, microcytose, macrocytose, donc trop petite, trop grosse. Anomalie des noyaux, donc pareil, si le noyau est présent, s'il est plus petit, plus grand, il a carrément été détruit. Et on regarde si aussi au niveau des tissus, il y a de nombreuses mitoses, ce qui montre qu'il y a une division exagérée et donc des mitoses anarchiques. Donc cet examen pose le diagnostic de certitude d'un cancer. Donc même si on a vu sur 2 mammographies l'évolution justement d'une opacité, on va y avoir donc un prélèvement analysé en laboratoire qui va diagnostiquer avec certitude le cancer. Et donc là, on va pouvoir déterminer grâce à cet examen si la tumeur est bénigne ou maligne. Donc la première chose que l'on avait vue dans la première vidéo. On peut également faire des dosages de marqueurs tumoraux. Donc là, ça se fait par une prise de sang. Ces marqueurs tumoraux sont des molécules produites par les cellules cancéreuses elles-mêmes ou parfois produites par des cellules saines, mais lorsqu'elles sont agressées, quand elles sont mises en présence de cellules cancéreuses. Alors justement, elles sont décelables dans le sang directement. Et donc le marqueur tumoral correspond à un ou plusieurs types de cancers et présente plusieurs intérêts. Donc dans le document 13, vous voyez donc les différents intérêts qui sont à droite, donc soit un intérêt de dépistage, donc ce qu'on peut faire régulièrement pour mettre en évidence la présence d'un cancer. Diagnostic, c'est pour poser justement le diagnostic précis du cancer et le suivi justement de l'évolution du cancer chez un patient. On remarque ici les petits points rouges qui indiquent justement les types de cancers et les marqueurs recherchés. Par exemple, si on regarde la première ligne, donc pour les tumeurs épithéliales, le côlon, le foie, les poumons, on cherche le marqueur ACE, antigène carcino-embryonnaire, et quand on recherche ce marqueur, dans ce type de cancer, il a juste un rôle de suivi, donc pour voir si justement cette tumeur est en régression ou au contraire pour continuer à progresser. Donc selon le dosage, la valeur de cet ACE. Par contre, en deuxième ligne, pour les carcinomes hépatocellulaires, donc au niveau du foie, on dose l'AFP, l'alpha-fœtoprotéine, et vous voyez que ce marqueur, dans ce type de cancer, peut être déjà dosé dans le cadre d'un dépistage, également dans le diagnostic, mais également dans le suivi, la progression du cancer. Et on a la même chose pour le cancer de la prostate avec la PSA. Donc après, évidemment, c'est à titre indicatif. Il y en a évidemment des marqueurs spécifiques pour chaque cancer et à des intérêts différents. Voilà, donc nous avons terminé la vidéo 4 sur le chapitre 8.3. Donc si vous avez des questions sur les points que vous avez mal ou peu compris dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.